Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. La malédiction de l'épouvanteur, chapitre 5, les funérailles. La tête me tourna et je titubai. Alice. Je ne l'avais pas revue depuis plusieurs mois. Sa tante, Lizzie l'osseuse, était une sorcière qui nous avait causé bien des ennuis. Mais Alice, à la différence des autres membres de sa famille, n'était pas malfaisante. En vérité, nous avions été bien près de devenir amis, tous les deux. Et c'était grâce à elle si, quelques mois auparavant, j'avais pu détruire Mère Malkin, la sorcière la plus pernicieuse du comté. Non, le seul tort d'Alice était d'avoir grandi en mauvaise compagnie. Elle ne méritait pas d'être brûlée comme sorcière. Je devais trouver un moyen de la tirer de là. Lequel ? À cet instant, je n'aurais su le dire. Dès la fin de l'enterrement, je tâcherais de persuader mon maître de m'aider. Et l'inquisiteur était là. Par quel terrible coup du sort notre visite à Priston coïncidait-elle avec son arrivée ? Nous étions en grand danger et l'épouvanteur ne voudrait sans doute pas prolonger son séjour après les funérailles. Une part de moi espérait qu'il quitterait la ville sans affronter le fléau. Pourtant, je n'avais pas le droit d'abandonner Alice à une mort si cruelle. Quand la charrette et son escorte furent passées, la populace se rua à leur suite. Pressé comme je l'étais dans cette cohue, je fus bien obligé de me laisser emporter par le flot. Ayant longé la cathédrale, la charrette s'arrêta devant une grande bâtisse à 2 étages, ornée de fenêtres à meneaux. Je supposai qu'il s'agissait du presbytère, où demeuraient les prêtres, et que les prisonniers y seraient jugés. On les fit descendre de la charrette pour les traîner à l'intérieur. J'étais trop loin pour distinguer Alice parmi eux, et dans l'immédiat, je ne pouvais rien entreprendre. Il me faudrait pourtant trouver une idée avant qu'on les conduise au bûcher. Je me détournai, le cœur lourd, et me frayai un chemin dans la foule pour atteindre la cathédrale et assister à l'enterrement du père Grégory. Les monuments possédaient de puissants arcs-boutants et de hauts vitraux en ogive. Me souvenant des paroles de l'épouvanteur, je levai les yeux vers la gargouille qui surplombait le grand portail. Elle représentait le fléau tel qu'il était à l'origine, en restaurant ses forces dans les profondeurs des catacombes. Son corps écailleux était accroupi, ses serres griffus cramponnés aux linteaux de pierre, tous ses muscles saillants, comme si la créature s'apprêtait à bondir. J'avais déjà vu des choses terrifiantes ces derniers temps, mais aucune n'était aussi laide que l'énorme tête du monstre. Son menton pointu s'incurvait comme s'il cherchait à rejoindre son long nez crochu, et ses petits yeux vicieux semblaient me suivre du regard, tandis que j'approchais. Ses oreilles rappelaient celles d'un gros chien ou d'un loup, rien qui donne envie de le rencontrer au détour d'une sombre galerie. Je jetai un dernier regard vers le presbytère, me demandant s'il restait un espoir de sauver Alice. Puis, j'entrai dans la cathédrale. Elle était encore presque vide, je n'eus donc aucun mal à choisir une place dans le fond. Non loin de moi, 2 vieilles femmes priaient à genoux, la tête baissée, et un enfant de chœur allumait des cierges. J'avais tout le loisir d'examiner les lieux. Le bâtiment paraissait encore plus vaste de l'intérieur, avec ses hautes voûtes et ses arceaux de pierre. Les échos de la petite toux y résonnaient longuement. Le nef central, qui menait aux marches de l'autel, était assez large pour laisser passer un attelage.
L'ensemble donnait une impression de magnificence. Chaque statue était dorée à la feuille d'or. Les murs étaient recouverts de marbre. Quel contraste avec le misérable église de Horchot, dont le frère de l'épouvanteur avait eu la charge. En haut de la travée centrale, le cercueil du père Grégory attendait, ouvert, un siège brûlant à chaque coin. Jamais je n'avais vu de pareils cierges, plantés dans de gigantesques chandeliers. Ils avaient la taille d'un homme. Les fidèles commençaient à arriver, et comme moi, s'installer sur les bancs du fond. Je guettais mon maître, qui ne se montrait pas. Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à droite et à gauche, à l'affût d'un signe du fléau. Je ne sentais pas sa présence, mais une créature aussi puissante était sûrement capable de percevoir la mienne. Et si les rumeurs étaient vraies, s'il avait la capacité de prendre une apparence humaine et se tenait là, assis, quelque part dans l'assistance. Je regardais nerveusement autour de moi, puis me détendis, en me souvenant des explications de l'épouvanteur. Le fléau étant enfermé dans les catacombes, j'étais en sécurité pour le moment. Quoique son esprit, mon maître l'avait dit également, ne pénétrait-il pas dans le presbytère ou la cathédrale pour corrompre les prêtres ? À cet instant même, il tentait peut-être de s'introduire dans ma tête. Je levai les yeux, horrifié, et croisai le regard d'une femme qui allait s'asseoir après s'être recueillie devant la dépouille du père Grégory. Je la reconnus, c'était sa gouvernante. Elle me reconnut elle aussi et s'approcha de mon banc. « Pourquoi étais-tu tellement en retard ?» me reprocha-t-elle dans un chuchotement. « Si tu étais venu dès que je t'avais envoyé chercher, il serait vivant aujourd'hui. » « J'ai fait de mon mieux, » répondis-je, tâchant de ne pas attirer l'attention sur nous. « Alors, c'est que ton mieux n'était pas assez bon. L'inquisiteur a raison. Les gens de votre espèce n'importent que le désordre. Vous méritiez le châtiment qu'il vous réserve. » À la mention de l'inquisiteur, je tressaillis. Nous fûmes alors interrompus par l'apparition d'une file d'hommes vêtus de soutanes et de manteaux noirs. Des prêtres, des dizaines de prêtres. Je n'aurais pu imaginer en voir un jour autant à la fois. À croire que tout le clergé du pays était rassemblé pour célébrer les funérailles du père Grégory. La femme n'ajouta rien et rejoignit son banc. À présent, j'avais vraiment peur. J'étais assis, là, dans la cathédrale, juste au-dessus des catacombes qui abritaient la plus effroyable créature du comté, tandis que l'inquisiteur paradait en ville, et quelqu'un m'avait reconnu. J'aurais voulu être à 1000 lieues de cet endroit maudit, et j'attendais anxieusement mon maître, qui n'arrivait toujours pas. J'étais sur le point de m'en aller, quand les battants du grand portail s'ouvrirent avec fracas, laissant entrer une longue procession. Il était trop tard pour m'éclipser. Je crus d'abord que l'homme qui marchait en tête était l'inquisiteur, car il avait la même allure. Puis, m'apercevant qu'il était plus vieux, je devinai qu'il s'agissait de l'archevêque de Pristonne, son oncle. La cérémonie commença. Il y avait beaucoup de clients, beaucoup de chants. Nous étions obligés de nous lever, de nous asseoir, de nous agenouiller à tout bout de champ. Si au moins la liturgie avait été en grec, j'aurais pu la suivre, puisque ma mère m'avait enseigné cette langue dès mon plus jeune âge. Or, l'office était en latin. Je n'en saisissais que des bribes, et je pris conscience que je devrais travailler dur pour progresser. L'archevêque prononça un serment, affirmant que le père Grégory était au ciel, qu'il avait mérité cette récompense après le bon travail qu'il avait accompli ici-bas,
Je fus surpris que le prélat ne fasse aucune allusion à la façon dont il était mort, mais supposai que les prêtres préféraient garder la chose secrète. Il leur était probablement difficile d'admettre que les exorcismes avaient échoué. Au bout d'une heure, le service funèbre s'acheva et la procession quitta l'église. 6 prêtres portaient le cercueil. Derrière eux venaient 4 autres prêtres, chancelant sous le poids des cierges. Lorsque le dernier passa, je remarquai que la base des lourds chandeliers de cuivre était triangulaire. Sur chacune des 3 faces du triangle était gravée une image de la gargouille, identique à celle dominant le portail. Il me sembla de nouveau que la créature ne me lâchait pas des yeux. Sans doute était-ce un effet d'optique, dû à la lumière mouvante du cierge. Une double file de prêtres s'avança, suivie par le reste de l'assistance. Je ne bougeai pas de ma place, craignant de croiser de nouveau la gouvernante du père Grégory. Je ne savais quel parti prendre. Je n'avais pas vu l'épouvanteur. Je n'avais pas la moindre idée de l'endroit où il pouvait être, ni de la façon de le retrouver. J'ignorais comment le prévenir de la présence de l'acquisiteur et de celle de la femme de Horchot. Lorsque je me décidai à sortir, la pluie avait cessé et la place était déserte. La queue de la procession disparaissait à l'arrière de la cathédrale, où se situait probablement le cimetière. Je choisis de partir dans le sens opposé et franchis le portail. Une fois dans la rue, j'eus un choc. Planté au milieu de la chaussée, je vis 2 personnes en pleine altercation. Plus exactement, l'une d'elles, un prêtre au visage rougeau, qui avait une main bandée, fulminait contre son interlocuteur, lequel était l'épouvanteur. Tous 2 remarquèrent ma présence. D'un signe du pouce, mon maître m'ordonna de m'éloigner. J'obéis, et il prit la même direction que moi, en restant de l'autre côté de la rue. Le prêtre lui lança: « Réfléchis bien, John, avant qu'il ne soit trop tard. » Je risquai un coup d'œil par-dessus mon épaule et constatai qu'il ne nous suivait pas. Mais il me sembla qu'il me fixait. Était-ce qu'une impression ? Il me paraissait soudain plus intéressé par moi que par l'épouvanteur. Nous marchâmes pendant quelques minutes, sans rencontrer grand monde. En bas de la butte, les rues devenaient plus étroites et plus animées. Après avoir obliqué à plusieurs reprises, nous arrivâmes au marché. Il était installé sur une place où s'alignaient des échoppes de bois protégées par des auvents de tuiles. Je ne quittais pas mon maître des yeux, de crainte de me perdre dans la cohue. À l'extrémité nord du marché, l'épouvanteur s'avança vers une grande taverne. Je crus qu'il allait entrer dans la salle pour commander un repas. S'il avait l'intention de quitter la ville à cause de l'inquisiteur, il n'était plus nécessaire de jeûner. Au lieu de cela, il tourna dans une étroite impasse pavée, me conduisit jusqu'à un muret de pierre et en essuya le rebord mouillé avec sa manche. Il s'assit et me fit signe d'en faire autant. L'impasse était déserte. De hauts murs d'entrepôt nous surplombaient sur les 3 côtés. Les rares fenêtres donnant sur la ruelle étaient toutes encrassées. Nous ne risquions pas d'être épiés par des regards trop curieux. Notre marche rapide avait essoufflé l'épouvanteur, ce qui me donna l'occasion de parler le premier. « L'inquisiteur est là. » Il hocha la tête. « Oui, petit, j'étais sur le trottoir d'en face quand il est passé. Tu étais trop occupé à observer cette charrette pour me remarquer. » « Alors, vous l'avez vue, Alice? Elle était dans la charrette et... » « Alice? Quelle Alice ?
La nièce de Lyssie l'osseuse. Il faut la secourir. » L'épouvanteur connaissait Lyssie l'osseuse. Il l'avait emprisonnée au fond d'une fosse dans son jardin de Chipenden au printemps dernier. « Oh, cette fille, je te conseille de l'oublier, petit, car il n'y a rien que nous puissions faire pour elle. L'inquisiteur est accompagné d'une 50aine d'hommes en armes. »« Ce n'est pas juste !» protestai-je, indigné qu'il puisse en parler aussi sereinement. « Alice n'est pas une sorcière. »« Peu de choses sont justes en cette vie, » me répliqua-t-il. « La vérité, c'est qu'aucune de ces captives n'est coupable de sorcellerie. Tu te doutes bien qu'une sorcière authentique aurait détecté la présence de l'inquisiteur à des lieues à la ronde et ne se serait pas fait prendre. »« Mais Alice est mon amie. Je ne veux pas qu'elle meure !» m'écriai-je, sentant monter ma colère. « Il n'y a pas de place pour les sentiments dans notre travail. Nous sommes censés protéger les gens de l'obscur, sans nous laisser distraire par les jolies filles. » J'étais d'autant plus furieux que, je le savais pertinemment, mon maître s'était laissé séduire par une jolie fille aussi, qui, de surcroît, était sorcière. Alice m'a aidé à sauver ma famille des maléfices de Mère Malkin. Rappelez-vous. Et pourquoi Mère Malkin avait-elle été libérée, tu peux me le dire ? Je baissai la tête, honteux. « Parce que cette demoiselle t'avait embobiné, » continua-t-il. « Pas question qu'une telle chose se reproduise, surtout ici, à Preston, avec l'inquisiteur sur nos talons. Tu mettrais ta vie en danger ainsi que la mienne. Et ne parle pas si fort, s'il te plaît. Inutile d'attirer l'attention. » Je jetai un coup d'œil alentour. À part nous, il n'y avait personne. Au-delà du marché, j'apercevais des toits et, très haut au-dessus des cheminées, la flèche de la cathédrale. Pourtant, je baissai la voix. « Quoi qu'il en soit, que fait ici l'inquisiteur ? Vous disiez qu'il sévissait dans le sud du pays et ne venait que lorsqu'on l'envoyait chercher. » C'est habituellement le cas. Il lui arrive cependant de mener une expédition vers le nord du comté et même plus loin. Ces dernières semaines, il a, paraît-il, écumé la côte, ramassant ces malheureux débris d'humanité que tu as vus enchaînés dans la charrette. L'entendre traiter Alice de débris de l'humanité me mit hors de moi. Toutefois, le moment étant malvenu d'entamer une dispute, je me contins. « À Chipenden, nous serons en sécurité, » poursuivit-il. « Il ne s'est encore jamais aventuré dans les collines. »« Nous retournons à la maison, alors ? » ?»« Non, petit, pas tout de suite. Je te l'ai déjà expliqué, j'ai un travail à terminer. » Mon cœur flancha, et je lançai vers l'entrée de l'impasse un regard soupçonneux. Des passants allaient à leurs affaires. On entendait les cris des marchands vantant leurs produits. Dieu merci, en dépit de toute cette agitation, nous étions hors de vue. Cependant, j'étais fort mal à l'aise. Nous étions supposés garder nos distances. Or, le prêtre dans la rue avait parlé à l'épouvanteur. La femme de Urchaud m'avait repéré. Qu'arriverait-il si quelqu'un d'autre nous remarquait et que nous soyons arrêtés ? Bien des curés de paroisses voisines pouvaient être en ville, et ils connaissaient mon maître de vue. La seule chose qui me rassurait un peu, c'était de savoir qu'à cet instant, il devait être rassemblé au cimetière. « Ce prêtre avec qui vous discutiez, demandai-je, qui était-ce ? Ne dira-t-il pas à l'inquisiteur que vous êtes ici ? » J'en étais à penser que nous ne serions plus à l'abri nulle part. Qu'est-ce qui empêcherait ce rougeaud énervé d'envoyer l'inquisiteur à Chipenden ? De plus, ajoutai-je, la gouvernante de votre frère m'a parlé avant l'enterrement.
Elle était furieuse. Elle aussi peut très bien nous dénoncer. J'étais de plus en plus persuadée que nous prenions un sérieux risque en restant à Priston pendant que l'inquisiteur s'y trouvait. « Calme-toi, mon garçon. La gouvernante ne dira rien à personne. Mon frère et elle n'étaient pas sans péché. Quant à ce prêtre... » Mon maître esquissa un sourire. « Il s'appelle le père Kynes. Il est de ma famille. C'est un cousin et un brave homme, même s'il ne se mêle parfois de ce qui ne le regarde pas et s'excite facilement. Il désire depuis toujours me sauver malgré moi et me ramener dans le droit chemin. Il perd sa salive. J'ai choisi ma voie et, à tort ou à raison, je continuerai de la vivre. » J'entendis alors des pas et je crus que le cœur me remontait dans la gorge. Quelqu'un était entré dans l'impasse et venait vers nous. « Quand on parle de famille, » constata l'épouvanteur, le plus tranquillement du monde. « Petit, je te présente mon frère, Andrew. » Un homme, grand, maigre, avec un long visage osseux, s'approchait, ses pas sonnant sur les pavés. Il paraissait âgé et ressemblait à un épouvantail endimanché, car s'il portait un costume propre et des bottes de bonne qualité, les pans de son vêtement mal ajusté flottaient au vent. Je songeai qu'il avait encore plus besoin que moi, d'un copieux petit déjeuner. Sans même prendre le soin d'essuyer le muret mouillé, il s'assit à côté de mon maître. « J'étais sûr de te trouver ici, » lui dit-il d'un air sombre. « Quelle triste affaire. » « Oui, nous ne sommes plus que 2, à présent. 5 frères morts. John, il faut que tu le saches, Je sais, » le coupa l'épouvanteur, un brin d'impatience dans la voix. « Alors va-t'en. Vous êtes en danger tous les 2, reprit-il en me saluant d'un signe de tête. Non, Andrew, nous ne partirons pas tant que je n'aurai pas achevé ce que j'ai commencé. À ce propos, je voudrais que tu me fabriques une nouvelle clé pour le portail. » Andrew se raidit. « Non, John, ne commets pas cette folie. Je ne serais pas venu si j'avais su que tu me demanderais ça. Aurais-tu oublié la malédiction ? » « Tais-toi, » lui intima son frère. « Pas devant le garçon. Ne parle pas de ces stupides superstitions. »« Quelle malédiction » m'exclamai-je, piqué par la curiosité. « Tu vois ce que tu as fait » siffla mon maître avec colère. Se tournant vers moi, il déclara : « Ce n'est rien, je ne crois pas à ces bêtises, et toi non plus. » Andrew soupira. « Je viens d'enterrer un frère aujourd'hui. Retourne chez toi, John, avant que je sois obligé d'enterrer le dernier. L'inquisiteur aimerait beaucoup mettre la main sur l'épouvanteur du comté. Regagne Chipenden tant qu'il est encore temps. »« Je reste, Andrew. Un point c'est tout, » déclara mon maître avec fermeté. « Un travail m'attend, l'inquisiteur ou pas. Alors, vas-tu m'aider ? » ?»« Là n'est pas le problème, et tu le sais. Ne t'ai-je pas toujours aidé ? T'ai-je une seule fois manqué parole ? Mais c'est de la folie. Tu risques de finir sur le bûcher si tu t'attardes en ville. Ce n'est pas le moment de t'attaquer à cette tâche. » D'un grand geste du bras, il désigna le clocher au loin. « Et pense au garçon, tu n'as pas le droit de l'entraîner là-dedans. Pas maintenant. Reviens au printemps, lorsque l'inquisiteur sera parti, et nous en reparlerons. Vu les circonstances, tenter quoi que ce soit serait insensé. Tu ne peux pas affronter à la fois le fléau et l'inquisiteur. Tu n'es plus un jeune homme, et
à en juger par ta mine. Tu n'es pas au mieux de ta forme. » Je regardais à mon tour vers le clocher. On devait le voir de n'importe quel quartier et d'en haut découvrir la ville entière. Il y avait 4 petites fenêtres au sommet, juste sous la croix. De là, on pouvait sûrement compter tous les toits de Preston, surveiller les rues et les gens, nous compris. Je frissonnais à l'idée qu'un prêtre était peut-être là-haut et que le fléau, ayant pénétré son esprit, nous observait par ses yeux dissimulés dans l'ombre. Pourtant, mon maître n'avait pas l'intention de changer ses plans. « Allons, Andrew, réfléchis. Combien de fois m'as-tu dit que l'obscur prenait possession de cette ville, que la corruption touchait de nombreux prêtres et que la population vivait dans la peur, et la dîme qui a été doublée, et l'inquisiteur qui brûle des femmes sans défense et spolie ses victimes. Quelle force démoniaque pousse des hommes qui furent bons à infliger de telles souffrances à leurs semblables, et convainc de braves gens à accepter ces atrocités, voire à les encourager. Aujourd'hui, Tom a reconnu une amie à lui dans la charrette, qui la conduisait à une mort certaine. Oui, tout cela est la faute du fléau, et il faut mettre un terme à ces agissements. Crois-tu vraiment que je pourrais laisser la situation empirer? Ne serait-ce que 6 mois de plus. Combien d'innocents auront été brûlés d'ici là? Combien de pauvres auront péri de faim et de froid si je n'agis pas? Une rumeur court en ville. On entendrait des soupirs monter des catacombes. Si c'est vrai, cela signifie que le fléau gagne en force et en pouvoir et qu'il va redevenir une créature de chair. Bientôt, il aura retrouvé son apparence originelle, manifestation physique de l'esprit pervers qui tyrannisait autrefois le petit peuple. Comme il lui serait facile alors de manipuler n'importe qui et de se faire ouvrir le portail. Et nous, où serons-nous? Non, je le vois comme le nez au milieu de la figure. Je dois débarrasser Preston de l'obscur, avant que la puissance du fléau ne soit trop grande. Aussi, je te le demande encore une fois, me fabriquerais-tu une clé? Le frère de l'épouvanteur enfouit son visage dans ses mains, comme les vieilles femmes qui priaient à l'église. Enfin, il se redressa et hocha la tête. J'ai gardé le moule. La clé sera prête demain matin à la première heure. Je dois être encore plus stupide que toi. C'est bien, dit l'épouvanteur. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je l'enverrai chercher à l'aube. J'espère que tu sais ce que tu fais en descendant là-dessous. Une brusque colère empourpa le visage de mon maître. Occupe-toi de ton travail, frère, et laisse-moi accomplir le mien. En entendant ces mots, Andrew se leva, poussa un soupir lourd de toute la misère du monde, et s'éloigna sans un regard en arrière. Bon, conclut l'épouvanteur. Petit, tu pars le premier. Retourne à ton auberge et ne bouge pas de ta chambre jusqu'à demain. La boutique d'Andrew est dans l'arc de Frayard. J'irai y prendre la clé et je te retrouverai juste après l'aube. Il n'y aura pas grand monde dans les rues à cette heure. Te souviens-tu à quel endroit tu te tenais quand tu as vu passer l'inquisiteur? Je fis signe que oui. Tu m'attendras au coin de la rue. Ne sois pas en retard, souviens-toi. Nous devons continuer notre jeûne. Ah, surtout n'oublie pas mon sac. Nous en aurons besoin. Sur le chemin de l'auberge, j'avais la tête en ébullition. Qu'est-ce qui me terrifiait le plus? Un homme au pouvoir absolu qui m'enverrait griller sur un bûcher, ou une créature infernale qui avait vaincu mon maître autrefois, et mes pieds peut-être à l'instant même du haut du clocher, à travers les yeux d'un prêtre.
Mon attention fut soudain attirée par une soutane noire, non loin de moi. Je me détournai vivement. J'avais reconnu le père Cairns. Par chance, le trottoir était encombré. Il regardait devant lui et ne me remarqua pas. J'en fus soulagée, car s'il m'avait vue ici, tout près de mon auberge, il n'y aurait pas été difficile de découvrir où j'étais installée. Même si l'épouvanteur m'avait rassurée à son sujet, je songeais que moins il y aurait de gens sachant qui et où nous étions, mieux cela vaudrait. Mon soulagement fut de courte durée. Lorsque je montai à ma chambre, je trouvai un billet épinglé contre la porte. « Thomas, si tu veux sauver la vie de ton maître, viens à mon confessionnal ce soir à 7 heures. Sinon, ce sera trop tard. Père Cairns. » Un affreux sentiment de malaise m'envahit. Comment avait-il su où je logeais ? Quelqu'un m'avait-il suivi ? La gouvernante du père Grégory ? L'aubergiste ? Le bonhomme ne m'avait pas plu. Avait-il envoyé un message à la cathédrale ? Était-ce le fléau ? La créature surveillait-elle chacun de mes faits et gestes ? Avait-elle guidé le père Cairns jusqu'à moi ? Quelle que soit l'explication, un prêtre m'avait localisé, et s'il parlait à l'inquisiteur, je risquais d'être arrêté d'une minute à l'autre. J'entrai en hâte dans ma chambre et verrouillai la porte derrière moi. Après quoi, je fermai les volets, espérant me dérober aux 1000 yeux fouineurs de Priston. Je vérifiai si le sac de l'épouvanteur était bien là, où je l'avais laissé, et m'assis sur mon lit, ne sachant que faire. Mon maître m'avait ordonné de ne pas bouger d'ici jusqu'au matin. Il n'apprécierait sûrement pas que je sorte pour rencontrer son cousin, qui se mêlait toujours de ce qui ne le regardait pas. Était-ce le cas ? Il avait déclaré aussi que c'était un brave homme. Et si ce prêtre savait vraiment quelle menace pesait sur M. Grégory ? Il finirait peut-être dans les mains de l'inquisiteur si je ne prenais pas d'initiative. D'un autre côté, si je me rendais à la cathédrale, j'allais droit au repère de l'inquisiteur et du fléau. Assister aux funérailles avait déjà été assez dangereux. Pouvais-je réellement m'aventurer là-bas encore une fois ? La meilleure solution aurait été de porter ce message à l'épouvanteur. Or, c'était impossible pour une raison bien simple. J'ignorais où il était. « Fie-toi à ton intuition », m'avait-il souvent recommandé. Je finis donc par me décider. J'irai parler au père Cairns. Fin du chapitre 5. À la prochaine pour le 6.